La plus grande leçon que j'ai apprise dans ce que je fais, c'est j'ai appris à comprendre Dieu, d'abord. Parce qu'un directeur photo, il utilise tout ce que Dieu a créé, surtout la lumière. La lumière, c'est une chose qui n'est pas constante. Elle bouge tout le temps, elle change d'intensité tout le temps. Et tu dois arriver à comprendre ça. Tant que tu n'as pas compris cet outil premier que Dieu a créé, tu n'es pas un directeur photo. Dès que tu as compris la grandeur de Dieu sur ce côté-là, tu sais comment à 12h je fais, à 13h je fais, à 14h je fais, à 15h je fais, le soir, la nuit, le matin. C'est la première des choses que j'ai compris. Bienvenue sur le NNP Podcast où nous discutons avec différents invités sur l'industrie créative et la croissance économique en République démocratique du Congo. Nouvelle semaine, nouvelle invitée et aussi nouvelle présentatrice. Je suis Martine Light, productrice à NNP et je suis heureuse de faire retentir ma voix dans vos bureaux, vos maisons, vos voitures. Alors, aujourd'hui nous recevons un jeune homme qui nous vient tout droit de Kinshasa mais natif de Goma. Il est cinéaste, réalisateur et directeur photo. Et avec lui, nous allons parler 7e art. Et oui, il va nous faire découvrir le monde d'un directeur photo. Je cite ici Michael Castofas. Michael, ça va? Ouais, ça va. Bienvenue chez nous. Merci. On est heureux de te recevoir à Goma. Content d'être là. J'espère que tu es content d'être là. Très content. Alors, tu es directeur photo, tu es réalisateur. C'est quoi la genèse de tout ça? Ça a commencé où? D'où t'es venue la passion? Le début de tout ça a commencé avec mon grand-père, qui était lui-même caméraman. Il aimait beaucoup filmer, il aimait beaucoup prendre des photos. Il aimait beaucoup réaliser tous les voyages qu'il faisait. Il filmait, il faisait des petits montages et il les montrait à ma famille. Et puis ensuite, ça s'est un peu effacé. Avec la génération de mon père, ma mère, qui a aussi été actrice, et puis mon père qui a joué d'ailleurs dans l'un des premiers films fait par un Hollywoodien au Congo. Et après, le film, il a lui-même disparu, et puis moi, je suis venu au monde. Et de là, je pense que d'une génération à une autre, c'est retombé sur moi. Alors, j'ai commencé en tant qu'un petit qui avait son téléphone et qui pouvait filmer chez lui à la maison, filmer ses amis, filmer les danseurs, parce que j'étais un danseur. Et là, je faisais des petits montages et tout, et je publiais. Et un jour ou l'autre, à Yolé, il y a Monsieur Petna qui me découvre et qui me dit « Non, toi, t'es pas un danseur. T'es pas seulement un danseur, tu dois filmer. Voilà ce que tu es, tu dois le montrer aux gens. » J'ai laissé le temps passer et puis un jour ou l'autre, je suis tombé sur une caméra et j'ai filmé. Et dans tes débuts, ça te plaisait de faire ça ou tu le faisais juste pour essayer de t'aligner sur le talent de la famille, si je peux le dire? Je savais même pas que c'était le talent de la famille. Je l'ai su il y a 11 mois, que ça venait vraiment de mon grand-père. Parce qu'il y a quelqu'un qui a écrit quelque chose sur mon mur et je l'ai vu, je l'ai lu, j'ai posé des questions, on m'a dit que oui. Et pour mon père et ma mère, ça je savais, que mon père a joué dans un film, que ma mère faisait le théâtre. Ça je savais, mais filmer, je savais pas d'où ça venait. Ensuite, comment j'ai commencé, c'est... Comment je veux dire? Je le faisais d'abord parce que j'aimais bien espionner les gens, j'aimais bien... Tu as fait quelque chose, je l'ai pris, tu as fait ça, je l'ai pris, j'ai vu un truc beau, je l'ai filmé. C'était les débuts. Et puis par après, je pense que ça a commencé à avoir vraiment un impact sur moi-même que je me suis dit, il faut. Et bien plus avant aussi, inconsciemment, on me demandait toujours qu'est-ce que tu veux faire dans la vie. Je disais, moi je veux devenir comme Schwarzenegger, parce qu'à l'époque, je pensais que Schwarzenegger, c'était lui le réalisateur. Ah, okay. Tous ces films, c'est lui qui les réalisait. Comme on était tout petit, on comprenait pas. Et son nom était écrit en grand dans l'écran. Et c'est maintenant là que je comprends que je voulais devenir comme James Cameron, qui est un réalisateur. Donc, voilà. Et ça fait combien d'années que tu es dans le métier? Ça va faire depuis 2014 que je me suis intéressé vraiment, que j'ai pris une caméra de cinéma et que j'ai commencé à manipuler. Mais depuis longtemps, je filmais juste comme ça. Et 2016, je participe au premier projet. 2018, moi-même, je filme. Et je fais la lumière. En tant que directeur photo. Et c'était quoi tes erreurs en tant que débutant? Beaucoup. Il y en avait beaucoup. Déjà, je commettais des erreurs au niveau de la lumière. Parce qu'au cinéma, il n'y a pas vraiment de lumière directe. Il faut diffuser toutes les lumières. La plupart des lumières, on les diffuse. Et il faut comprendre pourquoi on met une lumière chaude et pourquoi on met une lumière froide. Donc moi, si je tombais sur un projecteur ou sur un LED, je veux la balancer juste comme ça. Je connaissais pas comment il fallait rediriger, pourquoi il fallait que je garde un côté du visage sombre, un autre côté clair.
Et c'est bien après que j'ai fini par comprendre ça. De moi-même d'abord, et puis j'ai fait une formation pour m'asseoir. Je suis sûre qu'il y a beaucoup d'amateurs qui nous suivent. Donc, c'est quoi concrètement un directeur photo? Moi, quand j'entendais parler de directeur photo, je pensais que c'était un monsieur qui vient sur un plateau, qui prend des photos et tout, et tout, et tout. Mais c'est clair que je me trompais donc. C'est quoi concrètement un DOP? Ok, le directeur photo, on va dire que premièrement, on pourrait accepter que ce soit un photographe. Parce que dans le métier, on sait très bien que pour faire 1 seconde en cinéma, il faut 24 photos. Donc, c'est la photo qu'il prend ou l'image qu'il prend, il la répète 24 fois, qui fait un mouvement pour 1 seconde. D'abord, c'est ça. Et puis, pour le séparer maintenant du photographe, le photographe ne capture qu'un seul instant et lui capture plusieurs instants qui font une vidéo. Alors, la différence qu'il y a entre ou si je dois revenir sur le métier du directeur photo en soi, c'est que lui, c'est comme un peintre ou un dessinateur. Le dessinateur, une fois qu'il a son personnage, il sait qui je veux dessiner. Il conçoit la lumière pour lui. Il conçoit les ombres pour ressortir de la profondeur, pour créer et transmettre une émotion. Un peintre aussi, c'est pareil. Il a son personnage, il a fait un portrait, ok. Je dessine des ombres, la lumière pour moi, elle vient comme ça, donc les ombres vont aller de l'autre côté. Et les couleurs, je les assemble comme ça. Même chose pour le directeur photo aussi. Bien qu'il y a toute une équipe qui a travaillé sur le costume et tout ça, lui, quand il vient maintenant sur le plateau, c'est pour se dire, ok, ce film, c'est un film dramatique, par exemple, ou un film noir, sombre. Donc, je veux faire en sorte que l'image en soi, elle soit pas claire, elle soit sombre. Donc, je veux ressortir les ombres, je veux ressortir de la noirceur, je veux ressortir tout ce qui a trait avec la nuit ou le noir. Alors, lui, il vient concevoir la lumière, il vient faire le design de la lumière, et dès que c'est bon pour lui, et que le réalisateur dise aussi que c'est ça qu'il avait imaginé. C'est un peu ça le travail du directeur photo, c'est que lui, il travaille uniquement avec la lumière. Un pro de la lumière. C'est quoi les qualités requises pour se dire qu'on est directeur photo? Bon, en temps normal, on aurait dit il faut apprendre. Il faut apprendre le métier. Mais comme moi, c'est pas que je suis parti à l'école, que j'ai étudié, non. J'ai juste observé le soleil, c'est quoi l'impact du soleil sur une personne. Pour moi, je dirais que le directeur photo doit être un bon observateur. Il doit d'abord savoir observer la nature pour arriver à reproduire, parce qu'on ne fait rien de ce qui soit pas naturel. Tout ce qui ressort de l'imagination d'un directeur photo revient sur tout ce qu'il a vu, de l'extérieur et tout ça. Ce que tu reproduis, ce que tu crées, ça vient de tout ce qui vient du soleil, de la lune, des étoiles et de n'importe quelle source de lumière. Tu apprends, tu l'observes, tu te dis une lumière de la télé quand ça frappe sur une personne, voilà l'effet que ça fait. Donc moi, c'est comme ça que je veux reproduire ça. Bien qu'après, on y rajoute un peu de soi. Et sur un plateau de tournage, le directeur photo, il collabore très souvent avec quel membre de l'équipe? Le plus souvent, et directement, d'abord, je veux dire qu'il collabore avec le réalisateur. Parce que c'est les deux qui savent comment ils vont mener le film. Okay. Lui, il sait comment je veux éclairer le film. L'autre sait comment je veux diriger le film. Et ce sont les deux chefs d'orchestre qui sont sur le plateau. Ensuite, le directeur photo, il a maintenant ses éléments à lui, comme un électricien qui peut être là, un assistant qui va tenir ou qui va monter, comme vous avez fait ici chez vous. Il y a eu sûrement un assistant qui est venu, qui a monté les trépieds et tout ça, les étoffes noires pour barrer. Chez vous, aujourd'hui, c'est le son, mais chez nous, à la lumière, une étoffe noire, ça barre la lumière. Donc, voilà un peu. Ok. Est-ce qu'il y a une différence ou une nuance entre un cadreur et un DOP? Parce que un DOP, ça filme aussi. Donc, c'est quoi le truc qu'il y a là-bas? Cadreur, DOP. Un directeur photo, forcément, c'est un bon cadreur. Ok. Tout comme moi, je suis un cadreur, un directeur photo et un réalisateur. Alors, je dirais qu'il doit forcément aussi savoir filmer le directeur photo. Le cadreur, c'est le gars qui tient la caméra et on lui dit « Fais-moi ce gros plan ». Alors, son travail, c'est juste de faire le gros plan. Dès qu'il a le gros plan, c'est bon. Le directeur photo revient, il dit « Ok, cette lumière, placez-la comme ça, l'autre, placez-la comme ça, diffusez ici, diffusez pas de l'autre côté. » Et c'est quoi le matériel de base d'un directeur photo? En premier, c'est son cerveau, d'abord. Je dis son cerveau, pourquoi? Parce que ça dépend de la créativité d'une personne à une autre. Absolument. Je peux avoir tout le matériel qu'il faut. Une autre personne ne peut pas avoir le matériel qu'il faut. Donc, disons que moi, j'ai tout ce qui est réflecteur, diffuseur et toutes ces histoires-là. Une autre personne vient,
Il se dit, OK, moi, j'ai pas tout ça. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux utiliser les tôles, je veux utiliser un miroir, je veux utiliser, je sais pas, tout ce que je veux trouver sur les lieux pour faire ma lumière. Et ça se peut. Mais en règle générale, les matériels que utilise un directeur photo, il y a la caméra, les projecteurs, les diffuseurs. Bon, j'ai oublié comment on appelle ça, mais des étoffes noires pour empêcher la lumière soit de réfléchir, soit de rebondir. Voilà. Et il doit se rassurer de quoi? Avant le tournage, pendant le tournage et après? Bon, il doit d'abord se rassurer d'avoir compris l'univers d'un film ou du film sur quoi il est en train de travailler. Parce que tant que tu ne comprends pas sur quoi tu travailles, je vois pas ce que tu vas venir faire sur le plateau. Il faut déjà que tu saches, comme j'ai donné l'exemple d'un film dramatique ou un film noir, dès qu'il vient, il se dit, je fais un film d'horreur, ok. Tout ce que je veux faire ne doit pas ressortir du normal. Et du moment où il sait que cette scène, il se passe ceci, et il faut que le mood de cette scène est totalement sombre, il sait comment il va diriger tout l'éclairage durant toute la scène ou durant toutes les scènes qu'il va tourner ce jour-là. Et il sait aussi comment il va les assembler, parce que les lumières du jour doivent approximativement avoir une tendance à vouloir ressembler à ce qu'il fait la nuit. Ok. Et parlant de l'importance d'un directeur photo, est-ce qu'on peut s'en passer lors d'un tournage? Ou est-ce qu'il est vraiment indispensable? Il est vraiment indispensable, le directeur photo. Parce qu'il arrive que parfois, comme chez nous, au Congo ou en Afrique, que le directeur photo soit directement le cadreur. Et parfois, le directeur photo, c'est directement le cadreur et le réalisateur et le directeur photo lui-même en même temps. Comme plusieurs fois j'ai fait ça, dans plusieurs projets, je me retrouve directeur photo et cadreur en même temps. Voilà pourquoi on ne peut pas s'en passer. Et au Congo, puisqu'on est au Congo, on sait tous très bien combien il est difficile de faire asseoir le 7e art dans notre pays. Est-ce que tu penses que c'est un métier qui paye bien? Je pense que ça payerait bien. Jusque-là, ça ne paye pas encore bien ou comme il le faut. Et que peut-être pour certains, ça paye déjà bien. Mais ça payerait bien. C'est quoi payer bien pour toi? Ouais, on part d'un salaire à 4 chiffres ou 5? Non, pas de ça. Payer bien, il suffit pas que ce soit un salaire à 4, 5 chiffres, 7, 8, 9, 13. Non. Payer, pour moi, ça serait permettre à tout celui qui s'appelle cinéaste de vivre avec. Parce que c'est évident qu'on est cinéaste, on est réalisateur, on est tout ce qu'on est. On est toujours obligé de faire quelque chose d'autre qui n'a rien à voir avec le cinéma. Parce qu'il y a la vidéo et il y a le cinéma. C'est pour ça que tu vois, il y a des gens qui partent filmer des mariages, qui partent filmer, je sais pas moi, tout ce qui n'a pas de trait avec le film. Écrire un scénario, chercher une équipe, faire un casting, commencer des répétitions et tout ça. Donc, le côté du cinéma, il serait payant dans le cas où un réalisateur comme moi ne vit que des films et pas de la vidéo, des films. Vous écoutez le NNP podcast. Et c'est quoi les plus grands défis que tu as rencontrés, genre sur 8 ans de travail? Ça fait déjà 8. Ouais, je crois. Depuis 2014, si j'ai bien compté, on est en 2022. Ouais. Le manque de matériel au début. Et aussi, on va dire, quand on est petit, on comprend pas. Développe, ça c'est très intéressant. On pense aller vite et on pense que tout est facile. Et on pense aussi qu'on n'a pas. C'était les grands défis que j'avais eus. Alors pourquoi je veux dire ça? Parce que je pouvais me dire, pour réaliser un film, j'ai besoin de, tu vois, tout ce qui est énorme, tout ce qui est splendide, tout ce qui vient de là et tout le monde se met à trembler. Et pourtant pas. J'ai juste besoin d'une petite caméra comme ça. Même de mon téléphone. Parce que j'ai eu à réaliser d'ailleurs mon deuxième premier film. Il s'est fait sur un téléphone. Et j'ai même été sélectionné aux États-Unis avec ça. Donc, je n'avais pas besoin de penser que il me fallait tout Hollywood ici au Congo pour que je puisse tourner un film. Non. J'avais pas besoin aussi de me dire que j'avais besoin du gouvernement pour que je tourne mon film. Ça aussi, non. Il suffisait d'avoir la volonté et de parler avec les gens autour. Et là, je tourne. C'est comme là, mon premier film, je l'ai tourné avec qui? Avec une amie. Une amie. Okay. Dans le salon de mon père. Tu vois, donc, je suis pas parti loin et c'est même ce film qui m'a donné le nom que j'ai peut-être aujourd'hui ou
Le fait que les gens me connaissent aujourd'hui, on me connaît grâce à ce film-là. Et grandir, quand je parle de grandir, il fallait que, comme on le dit, il faut tourner sa langue 7 fois avant de parler, donc il fallait aussi tourner son cerveau plusieurs fois pour arriver à savoir ce qu'on va faire et comment on va le faire. Savoir diriger une équipe, savoir être malin, à se dire, ok, j'ai pas ça, mais moi je veux utiliser ça pour arriver à trouver ce résultat ou approximativement ce résultat et être satisfait de ça. Excellent. Donc, tout repose sur la volonté, sur les stratégies qu'on se fixe. Et, En tout cas, pour moi, oui. Au Congo, tu tournes pas un film, c'est que tu n'as pas la volonté. À moins qu'il y ait quelque chose qui te pousse à ne pas tourner le film, mais c'est la volonté. Parfait. C'est quoi que tu peux appeler la plus grande leçon de ta vie que tu as apprise jusque-là? La plus grande leçon pour moi, c'est de comprendre Dieu. Comment il a fabriqué le soleil et comment il lui a fait fonctionner tout le long d'une journée, parce que tu arrives à comprendre que la lumière change au fur et à mesure que le temps il avance. Dès que tu poses ta caméra ici et que tu mettes 1 minute à enregistrer, la première image et la dernière image n'ont pas la même lumière. Et pourtant, ça a été fait là maintenant tout de suite. Il y a quelque chose qui a changé au bout d'un instant. Et comprendre ça, c'est la plus grande chose qu'un directeur photo doit arriver à comprendre. Ce que j'ai aussi compris, c'est comment on peut facilement manipuler les gens avec la lumière. Dans le sens, moi je tourne la nuit et puis mon image demain que tu verras à la télé, c'est une image du jour. Ça, c'est une chose qui m'a vraiment fasciné dans ce métier. Et c'est même pour ça que je préfère beaucoup plus être directeur photo qu'être monteur ou qu'être scénariste. On a trop parlé de direction photo, de lumière et tout. J'aimerais quand même qu'on explore ton côté réalisateur. J'ai eu la chance de suivre un de tes films, Trouble. Tu en as combien à ton actif jusque-là? Jusque-là, j'ai réalisé qu'un seul film, Trouble, que j'ai eu à avoir en 2018. Et depuis, j'ai plus réalisé de films en mon nom. J'ai réalisé des choses pour d'autres, mais en mon nom, non, pas encore. C'est quand même un sujet très important que tu exploites dedans. Il y a une métaphore parfaite, je crois que je te l'ai même dit une fois. Et j'aimerais quand même savoir d'où est venue l'inspiration de parler de la frustration comme tu l'as fait dans ce film. Alors, l'inspiration me vient de ma grande sœur et de la vie que je menais à cette époque-là. Parce que j'étais moi-même pas dans mes états. C'était pas la joie tout le temps en cette époque. Alors, il se fait qu'un jour, ma sœur avait aussi des problèmes. Ce jour-là, elle avait décidé de boire un tout petit peu. Mais le plus surprenant, c'était qu'elle voulait ramasser quelque chose. Et dans cet état-là, elle n'y arrivait pas. Et moi, quand j'ai observé ça, je me suis dit, ok, je veux réaliser un film avec une fille ou une femme qui serait dans des gros problèmes et qui déciderait de ne pas prendre son temps, laisser le temps résoudre à sa place ou prendre d'autres dispositions pour résoudre ses problèmes. Et plutôt qu'elle irait rapidement se réfugier dans les stupéfiants, l'alcool et toutes ces histoires-là. Et quand tu suis le film, à un moment, elle veut fumer, elle fait tomber la cigarette et elle cherche à ramasser. Alors j'ai eu l'idée d'un escalier, l'idée d'une femme responsable, mais qui a ses faiblesses, parce que les deux vont un peu de soi, on est fort et on est faible en même temps. Et c'est de là que je me suis dit, ok, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une personne quand il a des problèmes, qui n'arrive pas à résoudre ses problèmes ou qu'il n'arrive pas à se surpasser, et qu'est-ce qui se passe après pour qu'il arrive à se surpasser. Probablement, la personne doit faire face à elle-même, et la personne n'a pas besoin d'un élément extérieur à la base pour comprendre comment résoudre l'équation qui est à l'intérieur et montrer la solution. Alors, la fille qui est médiatrice, une actrice talentueuse, qui est de Goma aussi, qui prend le rôle de médiatrice, toujours dans le film, parce que j'ai préféré garder son nom. Alors, elle est confrontée à un patron qui veut abuser d'elle, qui la renvoie, et elle qui tient à son travail, qui tient à montrer aux gens c'est quoi son talent et tout. Alors, elle commence à revoir les humiliations, la discussion et tout dans sa tête, et elle se dit, ça me surpasse, je peux pas résoudre ça. Et qu'est-ce qui va m'aider? C'est l'alcool. Je commence à boire. Alors, elle se met à boire, et elle plonge dans des états qu'elle n'arrive plus à contrôler. Alors, dans sa tête, le problème, dans ce film, je l'ai maintenant personnifié par un autre acteur, William, et une autre actrice, je pense qu'elle s'appelle Diane. Oui.
qui joue le rôle d'un monstre qui revient d'un frigo, d'un congélateur, comme il a été montré dans le film. Mais tout ça, c'est au fait elle-même. C'est elle qui crée tout ça parce que plus tu rumines ce qui est mauvais, plus tu t'y accroches, plus tu n'avances pas. Et au final, elle finit par prendre conscience et elle se dit, OK, j'ai pas besoin de tout ça, j'ai besoin de me mettre là, de faire face à mes problèmes et de m'en dégager. C'est pour ça qu'à la fin, tu vois, on l'étrangle, et puis sa conscience qui lui dit, non, reviens à toi. Et après, elle se dégage. C'est très bien tout ça, c'est très intéressant ce qu'on vient de découvrir et surtout d'apprendre. Et dis-moi, sur 5 ans, ou disons sur 3 ou 5 ans, comment tu te vois? Comment tu vois ton métier? Est-ce que tu comptes ouvrir une boîte de production, faire des formations? Parce qu'en tout cas, moi, j'aimerais bien pour apprendre plus. Le podcast, c'est pas suffisant. Donc, comment tu vois la suite, au fait? La suite, dans 5 ans, je veux dire, je sais que tout ce que je sais ne doit pas mourir avec moi. Absolument. Je dois le transmettre à quelqu'un, je dois le transmettre aux gens. Je pense et j'espère avoir beaucoup d'occasions de parler aux plus jeunes, parce que je vois pas ce que j'irai dire aux plus grands. Je préfère m'adresser aux plus jeunes, parce que ce qui sera le cinéma de demain sera ce que eux ils auront appris de nous, comme nous on a appris des autres. Donc j'espère arriver à transmettre ce que je sais à le maximum de personnes possible. J'espère aussi ouvrir ma propre boîte de production, parce que j'ai un certain genre de film que j'aimerais bien montrer et que j'aimerais bien en faire mon identité. Donc, je me vois pas attendre quelqu'un venir me dire Castofast, donc voilà, j'ai un film, j'ai ça. Ça va jamais aller dans le même sens. Alors, j'ai besoin de montrer mon identité aux gens à travers ma propre boîte de production et voilà. Super, on a hâte. Moi aussi, j'ai hâte. C'est quoi la différence quand tu travailles sur un film et quand tu travailles sur un clip? Est-ce que tu y vas avec les mêmes principes ou il y a des changements? Personnellement, j'ai pas fait beaucoup de clips d'abord. Et les seules fois où j'ai travaillé dans des clips, on m'a pris en tant que directeur photo de film. Donc, j'y suis allé avec les mêmes principes. Et même la prise de vue, il n'est pas celui d'un cadreur de clip, parce que les cadreurs de clip, pour eux, c'est comme du freestyle. Ils font tout ce qu'ils veulent. Alors que moi, je veux venir, je veux respecter certaines choses et je veux le filmer d'une certaine façon. Okay. Alors, il y aura toujours une certaine différence. Parfait. Moi, j'aime beaucoup les anecdotes. Donc, est-ce que tu as une anecdote à nous raconter sur toi? Peut-être que moi, j'en ai pas. Déjà, j'ai du mal à parler de moi-même. Donc, je vois pas ce que je dirais aussi sur moi, déjà tout seul. Ça, en tout cas, je vois pas. Mais ça te fait quoi quand il y a des gens sûrement qui se disent un Congolais qui s'appelle Castofast? Ça fait quand même... Je sais que ça fait différent, ça fait bizarre qu'un Congolais s'appelle comme ça. Une fois, je me rappelle, c'était à Fikine. On m'a sélectionné en tant que réalisateur. Moi, avec Trouble en 2018. La catégorie dans laquelle ils m'ont mis, parce qu'il y avait national, panafricaine et international. Eux, ils m'ont mis dans les internationaux. Donc, je me retrouve là-bas en tant que Congolais. Et eux-mêmes ne s'attendaient pas à ce qu'un Congolais aille de ce côté-là et puis que, voilà. Et quand j'ai eu le prix du jury en international, j'ai pas reçu de trophée parce que eux, ils se sont dit, c'est l'international. Généralement, ils ne viennent pas. Et voilà. On sait juste qu'on aura le temps de fabriquer le trophée et de l'envoyer. Chose qui n'est pas mauvaise. Mais sauf que ce jour-là, moi, j'étais là. Ok. Et c'est là que le petit accrochement, je leur dis non, c'est moi, Castofast. Et puis ils disent que non, nous, on pensait que c'était pas un Congolais, on savait que c'était un Américain ou un étranger. Ton nom, il n'y a pas de Kambale, il n'y a pas de... Il n'y a pas tout ce qui a trait avec le Congo. Et plusieurs fois, on m'a dit ça. Voilà, c'est assez original pour moi et je l'aime bien comme ça parce qu'on le trouve nulle part, ce nom-là. Ça, c'est sûr. Et d'ailleurs, parlant de Fikine, félicitations pour ton prix du meilleur directeur photo, c'était bien ça? Merci beaucoup. Alors, en tant que réalisateur, je suis jeune réalisatrice, je veux me lancer, je ne sais pas par où commencer. C'est quoi la procédure de Genèse à Apocalypse? Je pense qu'il faut d'abord avoir une idée. Sur quoi tu veux travailler. Il faut avoir une idée. Et après, il faut te documenter sur l'idée. Et dès que tu as quand même arrivé à grandir un tout petit peu cette idée, tu te dis, OK,
je vais réaliser un film sur la couture, voilà. Je prends un exemple comme ça. Mon sujet ou mon idée, c'est un film sur la couture. Mais qu'est-ce qui va ressortir de la couture? Ok, je me dis, après, je tourne un film sur un couturier qui a une seule main. Donc, mon sujet principal, il aura une seule main. Donc après, je dois maintenant développer comment une personne handicapée va coudre. C'est quoi les défis qu'il va rencontrer? C'est quoi les personnes qui vont l'accompagner durant le film? Donc, j'ai mon idée, je conçois l'histoire principale du film. Après, je conçois l'histoire de chaque personnage. Ça, c'est pour moi, c'est comme ça que je fais. Parce que c'est de là que je sais tel personnage va se heurter avec tel, va se rencontrer avec tel et le pourquoi. Et qu'est-ce qui s'est passé dans le passé pour qu'il soit en conflit ou, je sais pas moi, des choses que je veux pas montrer dans le film mais qui font partie déjà du film. Donc, tu as ton idée, tu as écrit l'histoire de ton film, tu as développé tes personnages. On sait tel personnage réagit comme ça, il parle comme ça, il est de telle famille, il est de tel rang social. Voilà son histoire. Et là, tu écris ton synopsis ou l'histoire complète avec tous les détails. Il habite où et il va se retrouver où et il va finir comment. Dès que tu as ça, tu fais maintenant la partie de script avec les dialogues, les réactions. Voilà. C'est un peu le processus de la conception du dossier d'un film au niveau de l'écriture. Et puis ensuite, maintenant, tu réalises le film. Mais il y a d'abord beaucoup de documentation avant même d'écrire le scénario. Comment se comporte un tailleur? Ça, c'est dans ce cas-là. Ouais. Parce que si tu vas dans le cas de la médecine, il faudra aussi que tu comprennes. Donc, celui qui écrit, là, le scénariste, c'est un éternel étudiant. Donc, absolument. Il dira jamais que, voilà, je me limite ici. Non. Tu vas faire un film sur la sorcellerie, tu vas lire des livres sur la sorcellerie, tu vas approcher des sorciers, Voilà, impossible que tu fasses un film tant que tu t'approches pas de l'élément sur quoi tu... Voilà. Vous écoutez le NNP Podcast. En tant qu'artiste, on a tous une source d'inspiration. On a tous un endroit, une chose, une personne qui nous inspire. Et toi, elle te vient d'où ton inspiration? Mon inspiration me vient de beaucoup de choses, principalement des enfants. Je tire beaucoup d'inspiration chez les enfants. Pourquoi? Parce que moi-même, je me considère comme un enfant. Je sais que il y a que mon extérieur qui grandit, mais mon âme, il reste celui d'un enfant. Donc, un enfant, c'est une personne qui s'amuse, qui réfléchit, il vit dans l'imaginaire, l'enfant. Ouais. Et c'est comme ça que je vis aussi. Alors déjà, en premier, c'est de là. Et de deux, ça me vient de mon papa et ma maman. Parce que tout ce que je fais et que je dis aujourd'hui dans la vie, je le fais, je le dis, ça me vient du modèle de ces deux-là. Alors, il me suffit juste de penser à papa pour ne pas baisser les bras. Il suffit de penser à maman pour avoir beaucoup de courage. Et il suffit que j'assemble les deux pour voir un monde parfait. Est-ce que tu as des conseils pour des jeunes comme toi, comme moi, qui aimeraient se lancer dans ce métier? Oui, j'en ai. Je vais tirer un exemple d'abord avant de donner mon conseil. C'est que je me rappelle une fois, il y avait ce jeune-là qui voulait apprendre, mais qui voulait pas approcher. Et vu qu'il avait tellement entendu parler de moi, la personne ne voulait même pas. Il se disait, non, celui-là, en plus tel qu'il est là, il va pas me recevoir et tout ça. Quand moi j'ai entendu ça, c'est moi qui suis parti le chercher. Je lui dis, ça va? Il me dit oui. Je dis, c'est quoi que tu voulais apprendre de moi? Il dit, non, grand, je voulais... J'ai toujours aimé ce que tu fais et tout ça. Je lui dis, viens, dis-moi exactement ce que tu veux. Je veux apprendre à filmer. Je lui dis, ok. Demain, tu me suis, j'ai un tournage. Donc, le premier conseil, n'est pas se limiter à se dire, tel connaît, donc il va rien m'apprendre. Et pour nous qui savons peut-être ou qui savons quand même, le conseil que je nous donne à nous-mêmes, c'est d'avoir la facilité, la simplicité d'approcher ceux qui ne savent pas et ceux qui veulent savoir. Parce qu'on a quand même cette mauvaise manie de je sais, alors je me dis, celui-là, si je lui apprends, attendez-vous. Et ça, c'est très mauvais. Je pense pas que si je te transmets ce que je sais, tu vas me dépasser en quoi que ce soit. Jamais. Ça, je peux même le gérer, même avec une lame de rasoir. À chacun sa particularité. Ouais. À chacun sa particularité. Et c'est la personnalité de chacun qui ressort de son travail. Absolument. Voilà. Donc, pour ceux qui sont en train d'apprendre, en tout cas, n'oubliez pas qu'au cinéma, on diffuse la lumière. Ça, il faut jamais l'oublier. C'est très différent d'un clip, c'est très différent de la vidéo, c'est très différent de la télé. Donc, faut vraiment chercher à apprendre ce qui est du métier de cinéma
pour arriver à le différencier. Parce que la plupart de nos films ressemblent à des vidéos. Ça, je l'ai toujours dit. Je sais qu'il y aura des gens qui vont me bondir dessus à cause de ce que je viens de dire. Ils ont peut-être une très belle histoire, ils ont peut-être un très bon cadre, un très bon montage, mais visuellement, c'est des vidéos. Alors, il faut qu'on apprenne tous à faire des films. Je dis pas que je suis celui qui fait des films, mais je sais que j'en fais. Au niveau où j'en suis, je sais que je fais des films. Quand je prends ma caméra, une équipe et tout ça, et que je me plante quelque part pour réaliser un truc, c'est un film que je veux faire. C'est pas une vidéo. Alors qu'on arrive à différencier tout ça. Un réalisateur de mariage n'est pas un réalisateur de film, c'est différent. Il faut apprendre, il faut beaucoup se documenter, il faut beaucoup observer aussi. C'est comme moi, quand je suis un film, c'est sûr que si je dois me mettre avec toi pour suivre un film, tu seras là dans l'histoire et tout, alors que moi, je suis là dans les images, dans la lumière et dans la composition. Voilà. Parce que même une personne qui fait les effets spéciaux, que ce soit numérique ou que ce soit visuel, tu vas pas reproduire un son que tu n'as jamais vu. Il faut que tu aies vu le son, que tu saches c'est quoi la coloration du son pour que tu arrives à le reproduire. Et un directeur photo, il doit arriver à savoir c'est quoi la lumière pour que j'arrive à le reproduire. Donc on doit tous être des observateurs. C'est même l'une des qualités d'un bon enseignant, je crois. Ouais. Observer. Ouais. Voilà. Merci pour tes conseils. J'espère que on en tiendra compte. J'espère que notre génération en tiendra compte. Le cinéma congolais en dépend, je crois. Ouais, et surtout, quand tu as parlé de ne pas se limiter, je pense que quand même c'est un problème qui touche beaucoup d'artistes congolais. Pas seulement en cinéma, mais je crois dans plusieurs domaines de l'art. On se concentre trop sur nos limites. Et c'est un truc qui tue l'art du Congo. Et je pense qu'il est temps quand même que ça change. Il n'y a pas que ça aussi. Je donnerai l'exemple d'un Indien. On dirait facilement que c'est un danseur, un Indien. Une personne qui s'habille avec plein de couleurs, c'est un Indien. On dira qu'un karatéka, c'est un Chinois. Un Congolais, il est qui dans le cinéma? On n'a pas d'identité. On n'a pas d'identité, voilà. Alors on doit arriver à se créer cette identité-là pour se dire, ok, voilà, on a notre cinéma. Parce que nous, on n'a pas notre cinéma. On a un cinéma copié. À chaque fois qu'on fait quelque chose, il faut que ça ressemble à Hollywood. Moi, j'ai réalisé avec des gens plein de films. Un jour, j'ai dit à quelqu'un, ok, on va faire un film d'action. J'ai fait un film d'action avec lui. Et tout le monde a applaudi. On a dit, c'est ça le film. Et pourtant, moi, je suis là, je me dis, ok, moi, j'ai fait une performance pour que vous arriviez à savoir qu'Astopha, il est nouveau à Kin, et voilà ce qu'il peut faire. Mais je sais que c'est pas ça notre cinéma. Notre cinéma n'est pas celui d'Hollywood. Alors, je dirais que le cinéma, il dépend des endroits. Comme là, on a parlé de Nollywood, d'Hollywood et Bollywood, celui des Indiens. Voilà, maintenant, le nôtre, c'est quoi? Le nôtre, on n'a pas. Ça, c'est vrai, on n'a pas. Ouais, c'est soit c'est un cinéma qui est historique, qui va retracer la vie de Lumumba, qui va tracer la vie de... C'est ce que les gens pensent être notre cinéma. Et pourtant, notre cinéma, c'est pas ça. Notre cinéma, il doit avoir un rythme propre à nous. Il doit avoir une identité visuelle propre à nous et non une identité copiée du côté du rythme, du côté du visuel et de la manière de le filmer aussi. On a notre cinéma à nous qu'on doit arriver à créer. Récemment, j'ai parlé avec mon tuteur qui m'a demandé d'être observateur et que au niveau du rythme, l'identité serait de voir d'une commune à une autre comment les choses avancent. Parce que je sais très bien que si je vais à Bandal, je vois beaucoup de monde et j'entends beaucoup de bruit. Si je vais à Gombe, c'est calme, il y a beaucoup d'espace, il y a moins de gens. Alors il m'a dit, tu dois arriver à savoir, ok, t'es à Kin, t'es à Goma, tu vas à Lubumbashi. L'endroit lui-même, il est comment? Il fonctionne comment? Alors, si je vais à Bandal, je sais qu'il y a beaucoup de gens et il y a beaucoup du bruit. Donc, si je rentre à Gombe, il y a beaucoup plus d'espace, il y a moins de gens, il y a moins de bruit. Alors, il m'a dit, Castofa, ça, c'est un élément qui te donnerait le rythme. Avec ça, tu pourrais savoir comment tu vas jouer. Parce que moi, je ne me vois pas que tu me montres ma scène qui ressemble à Gombe. C'est impossible. Et que tu me montres Kinshasa uniquement à Gombe. C'est impossible. Après, c'est maintenant la personnalité aussi d'une personne qui va influencer le film. Donc, l'identité en soi, moi, je ne saurais pas dire c'est quoi qui doit être vraiment l'identité de nos films, mais c'est une question qui reste à explorer, que moi-même, je me dis, ok, le prochain film, qu'est-ce que tu vas montrer aux gens? Parce que mon film Trouble, tu le prends, tu l'emmènes en Inde, tu l'emmènes au Rwanda, tu l'emmènes
au Congo, tu l'emmènes partout ailleurs, il va passer. Il va s'adapter partout parce que c'est un film à l'intérieur d'une maison. Donc, à l'intérieur d'une maison, ça peut se retrouver partout. Mais comme ça, maintenant, d'un point de vue extérieur, il faudrait qu'on arrive à ressortir de notre culture une identité qui fera le Congolais. Parce qu'ailleurs, si on te fait un Congolais, on va te faire un ambianceur, une personne qui s'habille de façon... Un sapeur. Voilà, un sapeur. Alors, on devrait se poser la question, est-ce que c'est ça l'identité qu'on veut montrer aux gens ou c'est pas ça? Parce que moi, je sais quand même qu'un Congolais, c'est un petit génie. C'est sûr. Ouais. On a beaucoup d'exemples à donner, mais cela reste une question à explorer pour chacun d'entre nous. En tout cas, il faut vraiment qu'on trouve ce que c'est et très vite parce que sans ça, le cinéma congolais ne vivra jamais. Parce que je crois qu'il y a beaucoup de potentiel dans ce pays et il faut vraiment qu'on découvre qui on est vraiment et qu'est-ce qu'on veut montrer au monde par rapport à nous. On est très content de t'avoir reçu chez nous. J'espère que prochainement, quand on te recevra, ce sera pour parler de ton prochain film. Tu sais, quand tu as parlé des enfants comme source d'inspiration, je pense qu'on est pareil sur ce point parce que j'aime les enfants. J'aime même lire les livres d'enfants. Parce que c'est des personnes vraies, en fait. C'est des personnes qui ont un sens de l'imagination qui ne limite pas. Je me rappelle, lors d'un atelier, je crois que c'était même au FIKIN, le formateur, il était en train de dire « Il y a une chose qui nous tue, pas seulement en tant qu'artiste, mais dans la vie de tous les jours, ce qu'on a peur de notre imagination. » Alors que l'imagination, c'est la base, en fait. C'est ce qu'on a de plus précieux si on sait l'exploiter. Et je pense que les enfants ont compris ça. C'est juste pour dire, voilà, c'est une bonne source d'inspiration qui nous apprend à ne pas nous poser des limites. C'est ce que même mon papa, il me disait aussi à un moment. Un jour, il m'a dit... Michael, si tu veux réussir dans ta carrière, montre aux gens l'enfant que tu es. Si tu cherches à leur montrer l'adulte que tu es, tu vas pas réussir. Et je pense que c'est la démarche que j'ai chaque jour. Je cherche pas à faire le grand. Non, je fais uniquement comme les enfants. Je l'ai même dit à ma mère une fois, je lui ai dit, maman, tu sais, moi je vais jamais travailler toute ma vie. Elle me dit, mais tu travailles? Je dis, oui, je travaille. Bon, on va dire que je travaille, mais pour moi, je travaille pas. Parce que j'ai... Un jouet éternel pour moi, c'est la caméra. Donc je veux m'amuser toute ma vie, je veux faire ce que j'aime toute ma vie. Et quand je vois quelqu'un qui ne fait pas ce qu'il veut, j'ai même tendance à vouloir aller, je sais pas moi où, à dire à toutes ces personnes qui sont à l'école, arrêtez avec les études. Cherchez ce que vous voulez faire dans votre vie et faites-le. Vous n'allez jamais travailler. Vous allez vous amuser comme les enfants que vous êtes. Et je pense que c'est même pour ça que Jésus lui-même, il a dit, imitez les enfants. Parce qu'il savait. C'est ce que tu aimes quand tu es petit, qui te fait grandir, qui te passionne toute ta vie. Ouais. C'est comme Michael Jackson n'aurait pas pu être Michael Jackson s'il n'avait pas aimé la musique quand il était petit. Et c'est de là qu'il a tiré cette histoire et il a grandi avec. Absolument. Un seul conseil, ne jamais perdre votre âme d'enfant. Alors ça, jamais. Alors Michael, on te dit merci. Et c'est chez toi ici, donc bienvenue la prochaine fois. Asante. Karibu. Donc voilà, c'était le NNP Podcast. Nous sommes ravis d'avoir été avec vous. Continuez de nous suivre sur toutes nos plateformes et on se dit à la semaine prochaine. Le goût d'immédiat, c'est le son des qualités et des belles images qui nous émerveillent. Niragongo Goma Production, une production audiovisuelle qui parle de vous comme dans vos rêves. Welcome to the new world of audio production in Goma City. Niragongo Goma Production. We are a path to your business success.